Et donc on reprend cette deuxième session sur la défibrillation et l'usage des DAE. Et on passe la parole tout de suite à François Brigado qui nous parle de l'intérêt de la récupération des données ECG. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis le Dr Brigado, je suis PH au CHU à Lille. Et je remercie les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, en dehors de l'amitié que j'ai avec les membres du SAMU de Lille, avec qui on travaille régulièrement. Je commencerai par des chiffres que vous avez déjà peut-être tous en tête sur la mort subite, avec sur la gauche ici un panel qui vous montre toutes les étiologies possibles de la mort subite, avec sur la première ligne les TV catécholergiques, le QT long, le syndrome de Brugada, le syndrome coronaire aigu, la sarcoïdose, la dilatation, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les cardiopathies hypertrophiques, les cardiopathies dilatées, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, la tétralogie de Fallot et les maladies coronaires chroniques. Et déjà, on voit que le syndrome coronaire aigu en phase aiguë et la maladie coronaire chronique ici représente en R sous la courbe une proportion tout à fait non négligeable des morts subites. Globalement, c'est 10 puissance moins 5 en incidence en pédiatrie. C'est une prépondérance qui est assez masculine. Et on voit que depuis quelques années, là, c'est les travaux de l'équipe de Xavier Jouven et de Éloi Marijon, on voit que, vous voyez, depuis 2012, l'incidence est quand même relativement stable, quels que soient les registres utilisés. Si on regarde les étiologies, c'est très inégal, mais il y a quand même une énorme proportion de maladies coronaires, à la fois en syndrome coronaire aigu et en troubles du rythme ventriculaire liés au caractère chronicisé de la cardiopathie, souvent associés à de l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez qu'en revanche, les myocardiopathies ont une proportion un peu plus faible, et puis finalement les canalopathies encore un peu plus faibles. Tout ça étant lié au fait que plusieurs facteurs concourent au fait de faire une mort subite. C'est évidemment l'âge, le sexe masculin, des données ethniques, le niveau socio-économique qui participe également à une surincidence de la maladie coronaire, l'obésité et ce qu'on peut en rapprocher, c'est-à-dire le syndrome cardio-métabolique, les obèses, les diabétiques, les dyslipidémiques. Alors, si on regarde les étiologies des moins de 35 ans, que j'ai qualifié moi-même de patients jeunes, vous voyez que le syndrome coronaire, c'est déjà plus d'un tiers pour ceux qui ne survivent pas à l'arrêt cardiaque, et pour ceux qui survivent, c'est à peu près pareil. On a quand même tout un tas de patients dont on n'arrive pas à définir exactement quelle est l'étiologie de la cardiopathie. Et dans ce papier du New England de 2016, qui là est vraiment fait chez des patients très jeunes, puisque moins de 35 ans, eh bien, vous voyez que unexplained, inconnu, c'est quand même une proportion assez importante de patients. Ça doit nous inciter, quand on ne comprend pas, à demander des autopsies de telle manière à ce qu'on puisse élucider les causes du décès, ce qui peut avoir des implications importantes au décours, notamment sur le dépistage des apparentés du premier degré en cas de maladie familiale. Vous voyez qu'on a chez les enfants un petit pic de 1 à 5 ans, puis ça se calme, et après, avec l'âge, ça remonte probablement au prorata de l'activité physique d'une part, et également de l'existence de maladies coronaires, y compris chez les gens jeunes. Et du coup, les recommandations qui ont été réactualisées, mais l'ECG n'apparaît plus dans les recommandations de 2022, en 2017, eh bien, on nous dit que c'est un niveau de recommandation de classe 1 d'obtenir l'électrocardiogramme avec le plus d'acuité possible avant, en essayant de reproduire l'effort si les troubles du rythme surviennent à l'effort, ou avec un moniteur implantable si c'est nécessaire. Alors vous voyez que dans la mesure où on a tout un tas de causes pouvant expliquer la mort subite, eh bien, on va avoir des aspects électrocardiographiques dédiés à l'ensemble de ces causes. Alors, ce sera un peu un catalogue, mais vous allez, à travers ce catalogue, comprendre l'importance j'espère en tout cas, de l'électrocardiogramme et ce qu'on peut en faire après. Donc là, c'est des exemples qui sont tous très récents.
pratiquement tous du mois de mars. Appel du SAMU pour un arrêt cardio-respiratoire extra-hospitalier. C'est un patient qui est en train de fumer sa cigarette à la sortie du PMU. Il a 63 ans. Les témoins décrivent une douleur thoracique assez intense, puis le patient s'effondre. Il n'y a pas de no-flow. Il est massé 45 minutes de manière efficace par ses voisins. L'éducation dans le Nord, elle n'est pas si mauvaise que ça par rapport au territoire national. L'éducation de la population au massage cardiaque. Et donc, voilà le tracé du défibrillateur mis en place par les pompiers. Vous voyez que c'est une fibrillation ventriculaire qui est choquée. Alors, on fait un ECG, le SAMU est appelé, on fait un ECG. Le CG du SAMU, le voici, il ne présente aucune difficulté diagnostique particulière. On a une belle onde de Pardy en antérieur. On a probablement une lésion assez proximale qui va jusqu'en inférieur. Donc le patient, il est transféré aux soins intensifs, il est mis sur table. On a un énorme thrombus dans l'IVA. Et puis l'évolution, elle se fait vers une récupération neurologique, une amélioration de la fraction d'éjection parce qu'il a été pris en charge très rapidement, un pic de troponine qui est quand même très substantiel, à 25 000. Voilà, c'est une cause aiguë réversible. La prise en charge a été optimale. Il n'aura pas de défibrillateur parce qu'on considère que son trouble du rythme ventriculaire est lié à son infarctus du myocarde. Et donc, il n'aura pas de défibrillateur au long cours, simplement un traitement médical à vie pour prévenir les récidives. Alors, des fois, c'est beaucoup moins caricatural. Le début commence un peu pareil. Le SAMU est appelé pour un arrêt extra-hospitalier. Il n'y a pas de description par les témoins. On ne sait pas trop combien il y a de no-flow, probablement pas si long que ça, parce que le patient va récupérer après. Le premier témoin qui arrive le masse, et il est massé 30 minutes. Le patient a 43 ans, on sait qu'il est fumeur, hypertendu, diabétique, et dans son portefeuille, il y a la mention d'un traitement par clopidogrel. Il est probablement coronarien connu. Alors ça, c'est le tracé qu'on a initialement, et vous voyez que en V2, V3, ici, on a déjà une onde Q constituée qui va pratiquement jusqu'à l'apex, mais on a encore un sus-décalage. Le patient est inconscient, on ne sait pas s'il a mal ou pas. En échographie aux soins, il a une dysfonction systolique, mais le ventricule n'est pas très dilaté, probablement faisant évoquer qu'il y a un événement aigu, parce que le ventricule n'a pas eu le temps de se remodeler de manière considérable sur un infarctus ancien. Il n'y a pas vraiment de diminution d'épaisseur du myocarde comme s'il était cicatriciel, et donc on le met sur table, il est revascularisé, mais il ne fait pas beaucoup de troponine, lui, il fait 3500, ça c'est compatible simplement avec l'arrêt cardiaque. Voilà. Si on regarde le CG qui va juste après, je m'excuse pour la pixelisation, eh ben, finalement on voit que ça n'a pas beaucoup changé. Vous voyez, il n'a pas négativé ses ondes T en antérieur, il a toujours cette grande onde Q, simplement en latéral un petit peu ici. Et finalement on s'oriente plutôt vers une mort subite sur une séquelle d'infarctus, probablement un peu plus ancien, et donc là on discute d'un défibrillateur sous-cutané parce qu'il a 43 ans. Donc pour s'affranchir des complications liées à la sonde, on préfère dans ces cas-là un défibrillateur sous-cutané. Et bien finalement, excusez-moi, la surveillance télémétrique dans le service nous montre qu'en fait il fait du bloc auriculo-ventriculaire. Vous voyez, et donc si on était arrivé un tout petit peu plus tôt avec le CG, c'était pas possible, hein, et ben on aurait peut-être vu qu'il y avait du BAV pour expliquer sa mort subite. Excusez-moi. Alors on lui met quand même un défibrillateur parce qu'il a une dysfonction systolique ventriculaire gauche qui est substantielle, mais du coup un défibrillateur qui est endocavitaire afin de pouvoir traiter à la fois les troubles du rythme et les troubles de la conduction. Alors, pourquoi c'est important d'avoir les tracés ? Parce que je vous ai mis ici deux types de tracés possibles. Sur la gauche, vous avez un tracé de fibrillation ventriculaire, et sur la droite, vous avez un tracé de tachycardie ventriculaire monomorphe. Ça, c'est pas tout à fait la même chose, bien que ça souffre des exceptions. La tachycardie ventriculaire monomorphe, elle implique souvent un mécanisme de réentrée chez les gens qui ont des cardiopathies. C'est-à-dire que c'est un circuit qui tourne à grande vitesse, un circuit qui est assez stable. Évidemment, en fonction de la fréquence et de la nature de la cardiopathie, ça peut être plus ou moins bien toléré, et des fois la tolérance est si mauvaise que le patient fait un arrêt cardiaque.
Mais ce n'est pas la même chose qu'une fibrillation ventriculaire qui, là, est un rythme parfaitement désorganisé et qui est plus en rapport avec des troubles ioniques, des ischémies myocardiques et ce genre de choses. Alors, il faut savoir que toute tachycardie ventriculaire prolongée monomorphe peut évoluer vers une fibrillation ventriculaire, mais la récupération du tracé percritique est souvent assez intéressante. Si on en a la possibilité, récupérer l'ECG pré-choc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Évidemment, si le patient est en arrêt, un 12 dérivation de fibrillation ventriculaire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si on a une tachycardie ventriculaire monomorphe, vous allez voir que ça est de la plus haute importance de récupérer ce tracé 12 dérivation. Si la TV est mal tolérée, juste après le CG, on peut le choquer, éventuellement sous breuvagé, mais s'il est bien toléré, on a toujours le temps de réfléchir. Et il vaut mieux, avant de commencer à administrer des drogues ou de choquer le patient, essayer au maximum de faire le diagnostic de cette tachycardie. Alors voilà quelques exemples qui vont vous souligner l'importance de la récupération des tracés. Voilà. Ça, c'est un tracé assez rapide. Vous voyez, on est aux alentours de 210-220 battements minutes. Merci. Avec des QRS qui ne sont pas très très larges, mais pourtant on a une déviation axiale qui est assez importante. Et finalement, on aurait pu éventuellement évoquer un trouble du rythme supraventriculaire, mais l'analyse du tracé nous montre qu'ici, on a des activités atriales qui sont à intervalles variables par rapport au QRS. Et cette relation entre les ventricules et l'oreillette, qui est variable, avec plus de ventricules que d'oreillettes, signe la nature ventriculaire du tracé. Autre tracé, alors ça c'est une tachycardie évidemment qui est lente et donc qui sera probablement bien tolérée. Eh bien, vous voyez qu'au sein des QRS qui sont larges, ici, vous voyez ici et là des QRS qui sont fins, qui s'appellent des captures, ou s'ils sont un peu plus larges, ça peut être des fusions, et qui sont en fait un influx qui vient des oreillettes et qui fusionne avec la tachycardie ventriculaire. Ça aussi, c'est une preuve de tachycardie ventriculaire. Alors, il y a tout un tas d'éléments qui, sur l'électrocardiogramme, nous permettent de nous orienter vers une trouble du rythme ventriculaire. Si vous avez des QRS qui sont tous dans le même sens dans les précordiales, c'est des dévariations unipolaires, donc c'est comme si on plaquait une longue vue sur V1, V2, V3, V4, V5, V6, alors que les autres sont des bipolaires. Eh bien, vous voyez que là, on a une concordance négative, signant la nature probablement apicale, puisque ça vient, tout fuit les dérivations, alors que sur une concordance positive, ici, on est plutôt sur une TV qui est basale. Deuxième élément possible, l'axe des QRS. L'axe des QRS est souvent extrêmement dévié dans la tachycardie ventriculaire par rapport à une tachycardie supraventriculaire. Plus il y a une cardiopathie, plus le QRS est large. Et franchement, plus de 160 millisecondes en retard gauche et 140 en retard droit, c'est très évocateur. La grande ondaire en AVR, et puis le décalage entre le pied du QRS et la partie la plus négative du QRS dans toutes les dérivations précordiales supérieures à 100 millisecondes, ça aussi c'est un élément important. Il y a plusieurs critères qui ont été donnés sur la morphologie des QRS. Retenez ça, c'est assez simple. Quand vous avez une grande ondaisse ici, avec un aspect de retard droit ici, ça c'est très évocateur d'une tachycardie ventriculaire. Et quand vous avez une fragmentation du QRS dans les précordiales, comme vous l'avez ici, ça aussi c'est très évocateur. Alors il y a des algorithmes, tout plein. Là je vous en ai mis un qui est simple et de bon goût, qui est celui de Verrecaille, mais il y a celui de Brugada, il y en a plein d'autres, pour essayer de différencier un trouble du rythme ventriculaire d'un trouble du rythme supraventriculaire. Et ça c'est important, parce que si on fait un bon diagnostic, on aura un bon traitement. La comparaison de l'électrocardiogramme avant le choc électrique et après le choc électrique a également une importance très importante, une importance très haute. Vous voyez ici un tracé avec ce qui s'apparente probablement à une tachycardie ventriculaire, mais selon la cardiopathie, la fréquence n'étant pas très élevée, on aurait pu se poser la question. Et vous voyez que sur le CG post-choc, on a une extrasystole ici, qui est certainement ventriculaire. On voit l'activité atriale derrière le QRS à rétro, là.
Et donc cet extrasystole ventriculaire étant de morphologie superposable à celui de la tachycardie, eh bien, la nature ventriculaire du tracé initial est quasi certaine. Deuxième exemple d'un tracé pré- et post-choc. Vous avez ici une tachycardie ventriculaire, très probable, ultra probable, avec un aspect de retard droit, cet aspect en oreille de lapin là, que vous avez en V1. Retard droit, un bloc de branche droite, c'est RSR'. Si on a un bloc de branche droite, c'est qu'on active d'abord le ventricule gauche. Et bien une tachycardie ventriculaire qui est en aspect de retard droit va forcément venir du ventricule gauche. Et vous voyez qu'en rythme sinusal, on a un bloc de branche gauche. Donc si en tachycardie, on passe par la branche droite et qu'on est bloqué dans la branche gauche en rythme sinusal, ce n'est pas possible que ça vienne de au-dessus des ventricules. C'est forcément une tachycardie ventriculaire. Donc voilà encore un élément, un exemple pour nous montrer l'importance du tracé. Donc voilà, ça c'est un tracé. Je vous ai mis ici des vieilles images d'angiographie sur un papier de localisation des TV des années 90. Et on peut séparer le ventricule en plusieurs zones. Une zone basale, une zone médiane, une zone apicale, une zone inférieure, une zone médiane, une zone antérieure, et puis une zone septale, une zone centrale et une zone latérale. Et bien, le tracé de la tachycardie, il permet de nous orienter sur le foyer d'émergence de cette tachycardie au sein du ventricule. L'aspect 12 dérivation de la tachycardie nous permet de localiser précisément le point d'émergence de cette tachycardie. Et ça, c'est important parce qu'un certain nombre de patients qui ont des tachycardies ventriculaires de ce type peuvent relever d'une intervention qui s'appelle l'ablation par radiofréquence. C'est une intervention qui nous permet de faire la cartographie du ventricule. Vous voyez ici, les zones rouges, c'est les zones malades, les zones roses, c'est les zones saines. On repère tout un tas de potentiels à l'intérieur. Et puis, on va déclencher la tachycardie pour voir si on arrive à en obtenir le circuit et faire des manœuvres pour voir si on est au bon endroit. Et bien, tout ça, c'est basé sur le tracé de la tachycardie ventriculaire clinique. Quand on a le tracé de la tachycardie ventriculaire, on sait où aller chercher dans le ventricule le point d'émergence de cette tachycardie. Alors, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'étiologies plus rares que celles de la maladie coronaire, qui sont les canalopathies. Les canalopathies, globalement, c'est les mutations génétiques qui vont donner des troubles du rythme ventriculaire, mais chez des patients chez qui on n'arrive pas à déceler d'anomalies structurelles. Vous faites un bilan morphologique avec une échographie, une IRM, des scintigraphies, bref, tout un tas d'examens qui font qu'on ne détecte pas morphologiquement d'anomalies structurelles chez ces patients. Eh bien, chez ces patients, c'est l'ECG qui parle. Plus que le bilan morphologique, c'est l'ECG avec des ECG qui nous donnent souvent le diagnostic. Là, c'est une jeune femme de 19 ans, c'est un dossier plus ancien, ça, qui est à la piscine, elle plonge et elle se noie. Le maître nageur réagit tout de suite, il n'y a pratiquement pas de no-flow, elle est massée 25 minutes, le DSA sur place, et elle est en fibrillation ventriculaire, elle est choquée. Quand elle arrive aux soins intensifs, elle a 2,4 millimoles par litre, donc un taux de potassium qui est très bas, et elle est victime actuellement de diarrhée. Et son électrocardiogramme est très parlant, puisqu'on voit que le temps de repolarisation, la survenue de l'onde T ici est très tardive, ça s'appelle un QT long, et donc on a une repolarisation interminable chez cette patiente qui peut expliquer le fait qu'elle ait fait des arythmies ventriculaires. Alors, ce qui est intéressant chez elle, c'est que lorsque l'on la traite de son hypokaliémie, eh ben, elle rétablit pratiquement la durée de sa repolarisation. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans une repolarisation aussi... là, j'avais fait le calcul, on était à 574 millisecondes, c'est très long, et ici, on est à 434. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout à fait normalisé. Dans la mesure où elle avait un antécédent de mort subite familiale, on l'avait génotypé sur le QT long, et on a retrouvé à l'état hétérozygote une mutation classé grade 5 dans le gène du LQT2, pouvant expliquer l'événement qu'elle a subi. Et donc, ça s'est sanctionné par un défibrillateur sous-cutané chez elle et la mise sous bêta-bloquant. Donc, vous voyez, le CG post-arrêt est très parlant, alors que si on le fait à distance et qu'on ne récupère pas les données initiales, eh ben, on peut passer à côté du diagnostic.
Autre dossier de canalopathie, un patient qui est d'origine asiatique, ouzbek. Il a 37 ans, il est sportif. Je vous ai mis ici l'endroit où ça s'est passé. C'est le vélodrome de Roubaix. Il est magnifique, il est en chêne, il est superbe. Il est asiatique et il s'entraîne au vélodrome et il fait une syncope après son entraînement, donc très après l'effort. Et puis, comme il convulse sous la douche, ses copains sont un peu inquiets et donc ils appellent le SAMU. Quand le SAMU arrive, il est un petit peu confus, mais il reprend ses esprits. Et à l'interrogatoire, il y a un décès subi chez son frère qui a 38 ans et un cousin maternel qui est en Ouzbékistan et avec qui il n'a plus de contact. Voilà l'électrocardiogramme qu'on en récupère aux soins intensifs, vous voyez, avec un aspect de sus-décalage du segment ST ici qui est très évocateur de ce qu'on appelle un syndrome de Brugada. Et donc le patient aura un défibrillateur et il sera génotypé avec une mutation qu'on a retrouvée dans la littérature comme associée à des morts subites familiales. Donc là encore, grande rentabilité dans les canalopathies de l'électrocardiogramme post-arrêt parce que, encore une fois, c'est des patients qui n'ont pas d'anomalie structurelle. Et j'insiste sur ce point parce que des fois, on ne récupère pas l'arrêt. Les patients auront donc une mort subite inexpliquée. Et c'est vraiment chez ces patients chez qui le dosage des prélèvements génétiques en autopsie aura un intérêt majeur. Alors plus rarement, mais pas si rare que ça non plus, les gens qui ont des cardiopathies congénitales. C'est un patient de 31 ans qui a un ventricule unique. Un ventricule unique, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est que globalement, il a un ventricule droit qui est quasiment croupion, inexistant, et qui éjecte à la fois dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire, avec des énormes oreillettes. Et puis, il a été opéré dans l'enfance, et il a une fraction d'éjection de son ventricule qui est basse, et il était prévu chez lui, en attente d'une transplantation, de lui mettre un défibrillateur sous-cutané. Et puis, en arrivant à l'hôpital, il fait une syncope convulsivante quand c'est les cardiologues des soins intensifs qui le récupèrent sur le parking. Il a une tension extrêmement basse, il a une conscience à peine présente. Et puis, voilà le tracé qu'on a. Donc, ça va très vite, c'est 238 battements minutes, mais les QRS sont fins. Donc en fait, là, il perd quasiment conscience et il est prêt à s'arrêter sur une tachycardie qui vient au-dessus des ventricules. C'est une tachycardie supraventriculaire, mais qui tolère très mal parce que la fréquence est très élevée et que sa fonction systolique ventriculaire gauche est malade. Alors il aura quand même son défibrillateur en prévention, on va dire peut-être même secondaire, puisque ça prévient ce genre de choses également, avec un argument de fréquence, mais on a pu lui faire, sur ce flotteur qui était en 1 pour 1, une ablation dans l'oreillette pour enlever les circuits de tachycardie. Et un dernier exemple, c'est encore une fois, ça fait un peu catalogue, mais c'est pour essayer de marquer l'idée que l'électrocardiogramme est parfaitement central dans la stratégie diagnostique et thérapeutique chez ces patients. C'est un patient qui est, et c'est pour vous montrer ce dossier-là, ce dernier dossier, qu'il faut quand même rester modeste, hein, parce que c'est un patient qui a des dyspnées, une palpitation, donc lui, il n'appelle pas, il n'est pas du tout inconscient, il n'y aura pas de choc électrique ou ce genre de choses. Il a une hypertension artérielle pulmonaire, et quand le SAMU arrive, il a ce tracé. Alors j'en ai coupé une partie, l'autre partie va arriver après, en continuité, et franchement, quand on regarde ça, alors c'est discutable, hein, mais un aspect très large en oreille de lapin ici avec une grande ondesse en V6, une déviation axiale extrême, une concordance négative ici. On monte ce tracé, j'aurais volontiers dit tachycardie ventriculaire. Et en fait, vous voyez, quand on fait un test à la strialine chez ce patient, il est en flotteur atrial qui conduit en 1 pour 1 dans les ventricules. Et donc, il faut quand même se méfier aussi de l'électrocardiogramme, même si c'est sensible et spécifique. C'est quand même soumis de temps en temps à un certain nombre d'erreurs. Et le juge de paix, c'est quand même d'essayer d'élucider par des manœuvres la nature exacte de la tachycardie. Voilà. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Les étiologies sont très, très variables dans la mort subite. C'est vraiment... ça va d'une phase aiguë d'infarctus qui est un problème ultra grave, mais qui va être maîtrisé par la chaîne de soins usuelle, à savoir l'appel, le premier témoin, les manœuvres de secours, la présence du SAMU,
la mise sur table pour l'angioplastie, à des étiologies beaucoup plus rares, mais à chaque fois, l'électrocardiogramme est rentable. Alors, je vous ai mis des étiologies particulières dans le nord, la mort subite, ou d'autres. Et puis, je voudrais rappeler que c'est absolument indispensable, car ça a une forte rentabilité diagnostique, c'est à la fois sensible et c'est spécifique. C'est important de récupérer l'ECG pré, per et post-défibrillation si possible. Ça a un impact sur la décision thérapeutique et sur le diagnostic, et ça a un impact sur le dépistage éventuel des apparentés du premier degré. Voilà, c'est simple et de bon goût. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On prendra les questions à la fin de la session. Et donc, on invite Jean-Louis Coulon de nous intervenir sur les DAE. Sont-ils fonctionnels ? C'est droite pour faire avancer. C'est ça ? Bonjour à tous. Donc, comme c'est indiqué, je m'appelle Jean-Louis Coulon, je suis le président de Matessière Défibril et je préside également l'association CIRCODEF qui regroupe plusieurs acteurs du marché du DAE. Alors, on prend un exposé comme aussi pointu que celui qui vient d'être fait. Je me dois de préciser que je dois être le premier consultant qui ne soit pas issu du milieu médical, ni même du monde du secourisme. Au contraire, jusqu'à 56 ans, je dirigeais une société qui était spécialisée dans les études de marché. C'est comme ça que j'ai connu le marché du secourisme, plus précisément du marché du défibrillateur en 2011 et 2012. Et à la fin de cette expérience, j'ai racheté cette société, donc Matessière Défibril. Les données que je vais vous adresser, alors c'est gauche ou droite ? Voilà. Les données que je vais vous adresser, vous présenter et commenter sont de deux ordres. Vous allez avoir des données qui sont officieuses, qui sont issues donc d'études régulières, de recoupements de données, de discussions aussi avec des partenaires, de façon à avoir des idées de volume, de recherche sur les outils Internet, sur les alertes Google. Et le premier tableau que je souhaite vous présenter, c'est l'évolution du nombre de défibrillateurs en France depuis la loi de mai 2007. Donc moi, je suis arrivé sur ce marché en 2012 et le ministère de la Santé a annoncé à peu près 70 000 défibrillateurs à ce moment-là. Donc il y avait eu un démarrage relativement lent, autour de 3 ou 4 principaux fabricants. Et on était à 70 000, ce qui sur cette période assez courte n'était finalement pas si mal. De 2013 à 2018, 150 000 défibrillateurs, et encore une fois de manière officieuse à plus ou moins 5%, mais vous verrez qu'on n'est vraiment pas loin du compte, ont été installés pendant ces 6 années. Donc 13, 14, 15 jusqu'à 18. Entre 2019 et 2022, là, il y a une explosion. Cette explosion est liée donc à la loi d'obligation d'équipement des ERP. Et on est à peu près sûr de ce chiffre-là. On est à peu près à 230 000 machines installées en plus, mais on retranche 5% parce qu'il y a déjà commencé à y avoir des remplacements de défibrillateurs de la première période. À droite, vous verrez que le nombre d'acteurs pendant cette période a lui aussi explosé. Donc on est passé de 50 puis 100 acteurs, vendeurs, je parle, distributeurs, puis d'autres formes d'activité, à 320. On a plus que doublé ce chiffre. Et c'est la question que je posais ce matin à la NSM. C'était dommage qu'en 2015 ou 2016, l'obligation d'inscription et de définition du responsable de la structure ait été abandonnée, puisqu'on a vu arriver à ce moment-là sur le marché tout un tas de sociétés, de micro-sociétés, on va le voir par la suite, qui ont ajouté à leur activité principale la vente du défibrillateur. Puis on parlera de la maintenance. 2023 est une année, donc a priori, je dis bien a priori, puisque avec le nombre d'intervenants, ça devient beaucoup plus compliqué à chiffrer, mais qui serait à 40 000 €. Et également, là, c'est une donnée que je prends officielle sur ce que nous avons fait, nous, chez Matessière
défibrille avec 10% de remplacement. Voilà. Moi, je situe le parc français aujourd'hui dans un environnement hors hôpitaux, cliniques, sapeurs-pompiers et services de premier secours à 474 500, 475 000 défibrillateurs. On voit que le nombre d'acteurs, là, 320, est très, 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 très important. Dans le tableau du bas, tout de suite, je pense, c'est une projection tout à fait personnelle, mais vraiment personnelle, qu'avec deux actions, la première, ce qui va être la MDR, qui va imposer aux fabricants d'être extrêmement stricts sur la traçabilité et donc de regarder ce qui se passe dans leur circuit de distribution, puisqu'aujourd'hui on est dans certains cas sur des circuits de distribution à 4 étages, je dis bien 4 étages, d'accord ? Donc où on a le fabricant, on a le master distributeur, le sous-distributeur, le sous-sous-distributeur. Je pense qu'effectivement ce nombre d'intervenants va logiquement baisser. Par ailleurs, le marché des ERP étant derrière nous, le nombre de défibrillateurs vendus par année va également baisser. Il va y avoir donc forcément une restriction. J'indique derrière un chiffre qui est officiel, quasiment officiel, et que j'ai pris, mais vraiment à minima, qui est, je ne vais pas dire scandaleux, mais qui est quand même outrancier. 80% des acteurs de la distribution aujourd'hui ne respectent pas la loi. Alors on a vu ce matin, aussi bien quand j'ai posé la question sur le passeport prévention, on dit bah oui, c'est la loi, mais elle n'est pas suivie. Il y a une autre remarque par un monsieur qui est juriste qui dit GODAE, c'est la loi, mais bon, il n'y a pas de sanction. Aujourd'hui, on est quand même dans un cas qui est extrêmement grave. 80% des acteurs du marché du défibrillateur ne respectent pas la loi, le code de la santé publique, avec un article très précis qui exige une assurance responsabilité civile professionnelle pour la vente, la location et la maintenance de dispositifs médicaux. Pour avoir, dans une vie antérieure, travaillé sur d'autres marchés, notamment la reprographie, je peux affirmer aujourd'hui, et je regrette qu'il n'y ait pas de représentant du ministère de la Santé, qu'on est moins surveillant aujourd'hui et moins attentif à la distribution d'un dispositif médical de classe 3, classe de risque la plus élevée, que pour la distribution et la maintenance d'un photocopieur. C'est la stricte réalité, parce que pour ceux qui connaissent les photocopieurs, ils sauront que pour intervenir sur un photocopieur, il faut disposer d'un agrément. Pour intervenir sur un défibrillateur, on peut être boulanger, boucher, j'ai rien contre, hein, serrurier, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on trouve donc effectivement des associations diverses et variées de loi 1901 qui vendent des défibrillateurs. On trouve des sociétés d'alarme, des sociétés d'incendie, des sociétés on trouve des associations de formation, on trouve de tout, et absolument rien n'est régulé. On arrive à ce chiffre de 80%, ce qui, à mon avis, est très, très, très dangereux. D'une part, parce que avec le vieillissement du parc, comme on va le constater, il va y avoir de plus en plus d'incidents et que les titulaires de défibrillateurs se trouveront confrontés à une absence d'assurance de la structure qui leur aura vendu le défibrillateur. Ah, je me suis trompé de bouton. Ah, c'est peut-être comme ça, oui. Et là. Voilà, on y est. L'analyse sur toujours des données officieuses. Hein, je dis bien, on est toujours dans l'officieux. Je vous dirai après quand on passera sur une analyse avec des chiffres officiels, c'est-à-dire démontables, donc à plus ou moins 5% toujours, sur la situation du parc maintenu. Aujourd'hui, j'ai identifié, alors c'est une étude qui date, je n'ai pas eu le temps, pour des raisons diverses et variées, de la réactualiser. C'est une étude qui date de fin 2023. J'avais identifié 3 sociétés de plus de 20 salariés, donc spécialisées dans la maintenance, pas que de la maintenance, mais dans la distribution et la maintenance. Et d'après les communications faites par les unes et les autres, on arrivait à un chiffre de 160 000. Les sociétés entre 3 et 19 salariés, alors, ce serait plus juste de dire 4 et 19 salariés, d'accord ? J'avais identifié une dizaine de sociétés pour à peu près 45 000 défibrillateurs maintenus. Et là, dans les microstructures, j'avais identifié à peu près 150 structures, ce qui est énorme, pour un chiffre moyen de 200 maintenances par structure, ce qui fait à peu près 30 000. D'accord ? On est sur un total de 235 000 à plus ou moins 5%, c'est-à-dire à plus ou moins 10 ou 12 000, donc on peut être entre 220 et 250. Et on a aujourd'hui, donc de manière officielle, je dis bien officielle, à la moitié du parc installé, maintenu par des sociétés dites, entre guillemets, professionnelles. Là, le taux des acteurs non conformes, il augmente encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociétés qui vendent des défibrillateurs et qui sont assurées, mais qui n'ont pas l'effectif pour aller réaliser les maintenances sur tout l'Hexagone.
ils vendent sur tout l'Hexagone, puisque par Internet, on peut vendre partout. Sauf que pour faire de Lille à Marseille, de Biarritz à Strasbourg ou de Saint-Malo à Nice, faire des distances longues pour aller changer une paire d'électrodes pour une facturation de 120 ou 140 euros, c'est pas rentable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'association de secourisme local et on envoie un formateur aller faire le changement de l'électrode, le changement de la batterie si nécessaire, un coup de chiffon sur le défibrillateur, un coup de chiffon sur le boîtier, et là maintenant c'est terminé. Donc on est là également dans un non-dit qui peut étonner sur la réalité des chiffres, mais les professionnels qui sont dans la salle pourront, je l'espère, venir confirmer et me dire, c'est quelque chose qui est très étonnant. Nous allons passer sur des données officieuses. Je vais vous parler donc des éléments statistiques que nous avons au sein de la société. D'accord ? Bon, Matessier Défibril maintient aujourd'hui 23 000 défibrillateurs, donc j'ai la prétention de dire que c'est un échantillon représentatif. Et pour chaque maintenance sur matériel d'occasion, nous réalisons un audit préalable. Prendre un défibrillateur en maintenance à la demande d'une PME ou d'une collectivité qui nous dit voilà, j'ai un défibrillateur, il a 5 ans, il a 6 ans, je veux que vous preniez la maintenance, lui dire oui, on le prend en maintenance et on signe le contrat, c'est une hérésie. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où on va signer le contrat et le moment où on va effectivement aller voir cet appareil, il va se passer 1, 2, 3, X jours. Toujours est-il que pendant ces 1, 2, 3, X jours, si l'appareil est utilisé et qu'il ne fonctionne pas, qu'il n'est pas opérationnel, ce sera de la responsabilité du dirigeant, donc moi. Donc j'interdis cette pratique et nous passons systématiquement par un audit préalable avant de l'accepter. Et vous allez voir que 40%, 41% seulement sur les 3 dernières années, donc sur un échantillon de 6021 audits, donc ce sont des chiffres que je tiens mais vraiment à disposition du ministère, puisque chaque audit a fait l'objet d'une fiche, d'un suivi, d'un enregistrement, d'une informatisation. 41% des défibrillateurs étaient aptes à une maintenance immédiate. Le solde, c'est-à-dire 59%, se répartit de la manière suivante. Consommable périmé, 32,3,4%. Donc, c'est pas... Quand on dit consommable périmé, pour nous, un consommable est périmé à partir du moment où la date de péremption est dépassée. Qu'il s'agisse de 15 jours, ou de 6 mois, ou d'1 an, la date de péremption est dépassée, on doit effectivement changer et on le signale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une paire d'électrodes qui aurait 1 mois de plus, qui serait au 25e mois quand elle est annoncée à 24, ou au 31e mois si elle est annoncée à 30, ne fonctionnera pas. D'accord ? Que les choses soient claires. Donc on est là, il faudrait décomposer effectivement ce chiffre, et nous l'avons décomposé, mais vous le présenter serait beaucoup trop long. On est donc dans un cas, je dirais, de négligence flagrante. Absence de surveillance, c'est une négligence flagrante parce que changer une paire d'électrodes ou une batterie n'est pas, ne demande aucune technique. Le mauvais stockage, c'est notre ami Olivier Riffard qui en parlait ce matin. C'est un cas qu'on rencontre très souvent. Alors, c'est aussi lié à une pratique commerciale qui est quelquefois abusive. D'accord ? Je vais être moins cher que le concurrent et je vais installer un défibrillateur en extérieur. Je l'installe dans les Ardennes, mon pays où on ne peut pas dire que l'hiver soit très doux. Et je vais dire au maire, monsieur le maire, regardez, celui qui veut vous vendre un boîtier chauffant, c'est un escroc. Regardez bien sur le défibrillateur, c'est marqué que jusqu'à moins 50 degrés centigrades. Donc, il ne fera jamais moins 50 degrés chez vous, bien sûr. Donc, prenez juste un simple boîtier. Ce que le vendeur de mauvaise foi oublie de dire à ce moment-là, c'est que la paire d'électrodes, qui, ne l'oublions jamais, est également un dispositif médical, elle va craindre le froid, comme elle va craindre le chaud. À savoir que si le gel adhésif des électrodes va durcir avec le gel, le défibrillateur devient totalement inopérationnel. Si, parce que le boîtier est placé plein soleil, il fait 60 degrés, et on le constate régulièrement dans le sud de la France, le gel des électrodes va fondre et la paire d'électrodes ne sera pas opérationnelle, le défibrillateur ne l'est pas non plus. Ce problème de stockage est un problème qui est plus courant qu'on le voit, puisque c'est ni plus ni moins en deuxième position des problèmes que nous rencontrons. Les points 3 et 4 concernent la matériaux-vigilance. La matériaux-vigilance, on vous l'a expliqué ce matin, c'est, et on pourrait en parler des heures et des heures, c'est le fait qu'un fabricant indique à l'ANSM un rappel de l'eau ou des consignes à appliquer. Ça peut être aussi la mise à jour d'un logiciel.
D'accord ? Mais c'est généralement des problèmes assez bien identifiés. Et quand un fabricant fait une annonce, fait une alerte de sécurité, une matérovigilance, elle doit être suivie à la lettre. On a récupéré entre 2021 et 2023 472 électrodes qui avaient fait l'objet d'un rappel et dont on sait parfaitement, puisqu'on est entre professionnels, on peut en parler, il s'agissait des électrodes Philips, c'est-à-dire que quand on enlevait l'opercule, tout le gel venait avec. Elles étaient totalement inopérables. Bon, on a eu 472 défibrillateurs dont le client n'avait pas été informé par son distributeur de ce rappel. Bon. 228 en rappel de DAE. Donc c'est pareil, les défibrillateurs ont fait l'objet d'un rappel, donc on peut le situer. C'est un rappel qui a été fait par une marque irlandaise, un rappel qui a été fait en 2014. Alors, vous voyez, là on est entre 2021 et 2023. Ça veut dire que pendant tout ce temps, notre brave client avait changé les consommables sur son défibrillateur qui faisait l'objet d'un rappel. Quand il a voulu passer en maintenance, on lui dit « Cher monsieur, votre défibrillateur, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. » Si votre distributeur avait été un tant soit peu sérieux, vous l'auriez su, et effectivement, vous auriez eu droit à un échange standard. Dans tous les cas, vous avez eu quand même pas mal de chances que ce défibrillateur ne soit pas utilisé, et on verra après finalement que le taux d'utilisation des défibrillateurs est assez élevé, parce que s'il n'avait pas marché, ben là vous étiez en faute lourde. Là, on ne parle pas de problème commercial, on parle de pénal directement. Consommable non conforme, on commence à voir arriver, c'est-à-dire qu'on voit arriver des clones de consommables, notamment au niveau des batteries et des électrodes, où on voit de fausses électrodes qui arrivent sur le marché. C'est pareil, c'est quelque chose qui est perturbant, je dirais, ne serait-ce que dans la pensée. On est là pour vendre des appareils qui sont censés sauver la vie, être proche de nos clients, les conseiller, et on se rend compte que des fausses électrodes se retrouvent sur le marché. Alors, l'acheteur n'a pas fait acte de vigilance suffisante, c'est une chose. Maintenant, qui peut oser proposer ce type d'escroquerie ? Il faut savoir que ça existe, et vous voyez, on est quand même à 3,5%. C'est quand même pas rien, puisque c'est 212 paires d'électrodes qui ont été placées sur des défibrillateurs par des revendeurs. Il faut quand même se poser la question. Et arrive un nouveau problème, qui est la pile de sauvegarde. Alors, la pile de sauvegarde, qu'est-ce que c'est ? Certains défibrillateurs sont équipés, au-delà de la batterie, qui est destinée à faire fonctionner le défibrillateur et à envoyer le choc, à une pile à l'intérieur même du défibrillateur. C'est une petite pile, généralement de 3 volts, qui coûte 5 €. D'accord ? Mais, j'aurais pu mettre le slide dans l'autre sens, nous avons posé 4 questions aux fabricants. D'accord ? L'existence d'une pile interne, même si nous savions s'il y en avait ou pas, mais évidemment, nous avons posé la question aux fabricants dont les défibrillateurs sont équipés d'une pile interne. Quel est le rôle de cette pile interne ? Quelle est sa durée de vie ? Et peut-on la remplacer ? Voilà. Donc, nous avons interrogé 12 fabricants sur les 14 principaux DAE du marché. 5 n'ont pas de pile interne, 9 avec pile interne. Donc, la question a été posée aux 9 avec pile interne. Un seul fabricant, qui est la marque Schiller, je peux en parler quand c'est bon, donne clairement des instructions. Il y a une pile interne, elle dure 6 ans, et on la change. On peut la changer. Pour les autres, c'est-à-dire les 8 autres, on a eu un mal de chien à obtenir des réponses, et on les obtient petit à petit, parce qu'il a fallu remonter jusqu'au siège étranger. D'accord ? Avec une réponse que je pourrais vous lire là en direct, reçue ce matin, qui est totalement édifiante de la part d'un d'entre eux. La durée de vie, voilà les réponses. La durée de vie de la pile interne est de 8 à 10 ans. Aucune indication n'est fournie dans la documentation technique et il y a impossibilité de remplacement. C'est-à-dire que si on applique ce principe sur n'importe quel objet électroménager, on parle d'obsolescence programmée. Dans les défibrillateurs, c'est autorisé. Alors, si vous me permettez, pour pas tricher, je vais vous lire en direct, parce qu'il y a quelque chose qui a été envoyé ce matin par un fabricant majeur, donc je ne vais pas le citer là, d'accord. Il est donc déconseillé le DAE de marque X au-delà de sa période de garantie, 8 ans. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant aller voir tous ces braves maires de petites collectivités, tous ces braves dirigeants de petites PME à qui on a plus ou moins imposé l'achat d'un défibrillateur, leur dire « Cher monsieur, voilà, vous avez acheté un défibrillateur, vous avez payé 900, 1000 €, 1100 €. Là-dedans, il y a une pièce qui coûte 3 €, on n'a pas le droit de la changer. Donc, il faut que vous changiez de défibrillateur. » C'est exactement ce qui va se passer. Ceux qui ne le feront pas garderont leur défibrillateur et se retrouveront avec un niveau de panne
beaucoup plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Pour voir l'impact d'une mauvaise maintenance d'un parc. Donc on a vu que 50% du parc était maintenu, à peine. Et là, nous avons des statistiques aussi mais extrêmement fiables sur le taux d'utilisation des défibrillateurs. Donc, vous avez, sur les 3 années, le nombre de défibrillateurs que nous maintenions dans l'année en cours, et le nombre d'utilisations et le taux. En 2021, donc 17 039 défibrillateurs maintenus, donc que nous suivons, que nous savons parfaitement identifier, que nous connaissons. Et pour avoir des chiffres exacts, puisqu'on a eu beaucoup de mal pour obtenir ces données, en 2017, je crois, ou 16 ou 17, nous avons pris l'option de dire à tous nos clients, bon, si vous utilisez le défibrillateur, on vous donne la paire d'électrodes gratuitement. Donc de fait, les chiffres qui sont présentés là sont des chiffres à minima par des titulaires de DAE qui ont souhaité qu'on leur remplace gratuitement la paire d'électrodes. On est donc sur 2023 à 1,4%. Alors, mathématiquement, c'est très simple. Si un défibrillateur a une durée de vie de 10 ans, ça devrait être plus, mais s'il a une durée de vie de 10 ans, on est sur un taux d'utilisation de 14,24%. Et donc, un défibrillateur sur 7 sera utilisé pendant sa durée de vie de 10 ans. Un défibrillateur sur 7. On a une étude économique également, que je ne vais pas vous présenter là, ce serait trop fastidieux, mais qui démontre qu'une vie... Pardon ? Voilà, je conclus. Qui démontre qu'une vie sauvée est de l'ordre de 35 000 €, c'est-à-dire très en deçà des standards européens. Quel va être 2025 et la suite? C'est très simple. On va se retrouver avec un parc avec 500 000 défibrillateurs, probablement un taux d'utilisation de 1,6%, qui va correspondre à peu près à 8 000 utilisations thérapeutiques. Alors 8 000, on n'est pas loin déjà des 20% des accidents cardiaques qui se passent en dehors de domicile. On dit 50 000, 80% à domicile, 20% de 50 000 fait 10 000. On devrait y être. On devrait couvrir le territoire très prochainement de manière à répondre à tout ça. Par contre, la question qui se pose, c'est de dire, OK, on va avoir 8 000 utilisations thérapeutiques, combien de DAE seront-ils fonctionnels? Voilà. Je vous remercie de votre attention. Allez, on enchaîne très rapidement sur la dernière présentation de cette session par Jonathan Henache et Daniel Just. Alors ça marche comment? Ça marche comment pour avancer, reculer, parce qu'ils ont tous des soucis. C'est le bouton droit dans l'autre sens. Et dessus, tu as le pointeur, et le droit avant, tu avances. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci encore à Arlod pour cette invitation, pour une journée absolument magnifique et absolument nécessaire. Et depuis le temps. Hein. Alors, c'est une coprésentation avec Jonathan Henache, qui est responsable du CEMS Nord, et moi, pour ma part, je fais partie du CEMS donc, sur Paris, et de façon historique, j'étais amené à gérer le parc des défibrillateurs de la BSPP maintenant depuis quelques années. Alors, je vais essayer d'être court, je pense qu'on va être relativement court. En pratique, comment récupérer les données ECG après utilisation d'un DAE? Les topos précédents montraient l'intérêt de l'ECG post-arrêt cardiaque. On a de plus en plus, alors voilà, on a de plus en plus de demandes de tracés pour les patients hospitalisés. Donc, ici, vous avez la courbe de 2007. On a commencé dans les années 2005, 2006, 2007 à récupérer les tracés, notamment les tracés publics. Il y en avait très peu, mais il y en avait quelques-uns. Et comme vous le voyez, la courbe est quasi linéairement ascendante. En 2023, on a envoyé plus de 150 tracés dans les hôpitaux. Alors, récupérer le tracé pour qui? Pourquoi? Pour les patients hospitalisés. Ensuite, la question se pose pour les patients non hospitalisés, les patients décédés sur place. Alors, en l'état actuel, quand il s'agit d'un défibrillateur public, la BSPP récupère le défibrillateur et récupère le tracé.
et on partage les données avec le centre d'expertise de la mort subite, mais on arrive à une limite de la faisabilité au vu au nombre de tracés concernés. Ensuite, il y a un autre aspect extrêmement important, c'est le débriefing des équipes intervenantes. Ça permet quand même de reconstituer l'intervention de façon assez intéressante. Il y a l'aspect médico-légal aussi. Alors, le tracé du défibrillateur public, dans un certain nombre de cas, c'est la seule trace qui a été enregistrée sur le terrain, dans la mesure où le premier secours qui arrive ne prend pas systématiquement le relais du défibrillateur public qui a été posé en amont. Et pourquoi ? Parce que quand le défibrillateur public fonctionne bien, apparemment il fonctionne bien, il a déjà choqué, le massage par le témoin est en cours, il n'y a pas de raison d'interrompre le massage. Le premier secours va prendre le relais sans interruption et le SAMU qui va arriver va prendre le relais médicalisé. Mais au total, on aura un tracé de défibrillateur, de DAE, uniquement issu du défibrillateur public. Et enfin, l'aspect important pour nous aussi, c'est la recherche clinique épidémiologique. La récupération des tracés, l'analyse des tracés de toutes les données enregistrées, c'est vraiment une mine d'or. Ça nous a permis d'améliorer l'algorithme des défibrillateurs, d'optimiser les algorithmes d'analyse et bien sûr, comme je l'ai dit au début, pour les hospitaliers, de mieux comprendre la rythmologie toute initiale des arrêts cardiaques. Alors, comme vous le voyez, l'ascension est linéaire depuis 2005, 2006, 2007, et on a une augmentation qui est liée au déploiement des DAE publics, donc ça ne va pas s'arrêter là, et ça va nous poser des problèmes de ressources humaines. C'est aussi une demande croissante des hôpitaux, en tout cas sur Paris, comme on disait ce matin, c'est une zone riche, hyper dense, hyper urbaine, mais qui est riche, et on se donne les moyens de récupérer et d'envoyer les tracés aux hôpitaux. Et puis nos procédures de récupération et d'envoi se sont quand même bien améliorées. On partait vraiment de loin. Alors on récupère les tracés des défibrillateurs institutionnels, des VSAV, et des défibrillateurs publics. Alors on a commencé avec les défibrillateurs institutionnels. C'est assez simple, on a 250 véhicules de premier secours. Le défibrillateur transmet ses données via un réseau 4G à un serveur unique, sécurisé, interne à la BSPP. Et à partir de ce serveur, le médecin, que j'ai appelé médecin vérificateur, le médecin qui va analyser les tracés, va avoir accès via un logiciel dédié. Donc c'est un logiciel de la société de défibrillateurs, et va exporter le tracé sous format le plus simple possible et le plus facile à envoyer à l'hôpital, en l'occurrence ici un format PDF. Voilà, donc en fait le médecin va appliquer l'identitovigilance, là c'est un terme, ok, c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué d'appliquer une identitovigilance de façon rigoureuse. On n'a pas dans le serveur, on n'a pas une place commune, il faut créer le lien par faisceau d'arguments entre les données du défibrillateur et les données d'intervention avec l'identité qui a été prise sur intervention. On travaille dessus pour faire le lien informatique entre les deux. Donc par faisceau d'arguments, par croisement, on retrouve le bon tracé. Et ensuite, on applique, alors ça c'est l'initiative de la maison, on le fait historiquement depuis des années aussi, ce qu'on a baptisé la DSA Vigilance. On vérifie, et parce qu'on a découvert des anomalies de fonctionnement, des tracés non lisibles, des horloges et des dates des défibrillateurs publics. Alors ici, c'est l'institutionnel, ça peut être le même problème, des horloges déréglées, et puis on s'assure donc de cette cohérence de temps et de date. Et on envoie le tracé à l'hôpital, et on le partage à la demande avec le centre d'expertise. Alors pour les tracés défibrillateurs publics, les contraintes techniques sont relativement plus importantes, c'est moins rodé. On a un parc, ici vous voyez à droite de la diapo, on a un parc de défibrillateurs publics qui est absolument hétérogène, avec des modalités de stockage, clé USB, flashcard, enfin je ne sais même plus les termes qu'on utilise pour stocker les données, et des logiciels spécifiques de lecture. Donc notre ingénieur biomède a sa petite boîte à outils, et à Lille, je pense que tu en parleras tout à l'heure, a sa boîte à outils, et il rejoint le centre de secours qui était sur intervention. Le premier secours qui était sur intervention
va ramener, alors ça c'est bon, on prend sur nous, on en assume la responsabilité, on ramène le défibrillateur public utilisé sur place, on le ramène en fin d'intervention au centre de secours où va venir l'ingénieur biomètre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en pratique, sur la voie publique, il y a un défibrillateur public sur le patient, sur le trottoir, et en fin d'intervention, le SAMU transporte le patient, et puis le premier secours se retrouve là, remballe, et on se retrouve avec un défibrillateur sur le trottoir. Donc on a le choix, on le laisse sur le trottoir, ou alors on le ramène au centre de secours. Ça, c'est un cas de figure, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres. Quand on est dans un lieu comme une gare, un lieu institutionnel où on a un interlocuteur fiable, voire où on a le propriétaire en face de nous, évidemment, on s'arrange. Au début de la procédure, l'ingénieur biomètre se rendait sur les lieux de l'intervention. On se rend compte que ce n'est pas très pratique, vu les heures d'ouverture, En fait, un défibrillateur, il est dormant jusqu'au moment où il sert, et là, il devient volant. Il se disperse, et on a beaucoup de mal à le retrouver. Voilà, donc on le rejoint, l'ingénieur biomètre rejoint au centre de secours, et ensuite la manip est la même. On récupère le tracé, transmis sous un format lisible, application de la vérification de la DSA vigilance, et on envoie au médecin hospitalier et au centre d'expertise. Voilà, pour Paris, je vais laisser parler Jonathan. Donc les principes, les mots-clés, c'est identitovigilance, DSA vigilance. Pour la récupération des tracés publics, en fait, l'expérience montre qu'il est d'autant plus facile à récupérer. Il est d'autant plus facile à récupérer qu'on intervient, qu'on s'empare du défibrillateur de façon précoce. Et là, l'ingénieur biomédical a un rôle fondamental. Et puis toute la structure, les gens, les premiers secours ramènent au centre de secours, donc ils sont impliqués également. L'ingénieur biomède, le médecin, enfin, il y a toute une structure à stimuler. Et puis, on s'honore d'envoyer les tracés de façon réactive aux hôpitaux. Dans la semaine, c'est 24 heures, en week-end, 24-48 heures, ça dépend. Donc avec une qualité, une exhaustivité des tracés, parce qu'on sait, là on a fait une petite enquête, on sait, et puis le topo de tout à l'heure vous l'a montré, que le tracé est fort utile pour la suite de la prise en charge du patient. Voilà, merci. Merci. Alors, on va quitter Paris et la petite couronne et prendre un peu de hauteur et regagner le nord. Je ne vous représente pas, c'était fait tout à l'heure. Donc, en effet, la première question, c'est qui fait la demande et à qui cette demande est adressée. Alors, pour qui, le Dr Brigado, on a parlé tout à l'heure. Hein. De qui, nous, c'est essentiellement les demandes des cardiologues et des réanimateurs qui vont devoir accueillir le patient. À qui, régulièrement, ils s'adressent donc au SAMU. Et là, il y a deux cas de figure. Hein. Ce qui a été exposé, la version pour nous all-inclusive. La défibrillation a été faite par les sapeurs-pompiers et auquel cas, moi j'appelle l'officier santé du CODIS et il me fournit dans les délais très respectables, même dans la journée, un tracé que je peux fournir. Donc ça, c'est parfait. L'autre question, c'est en effet sur le défibrillateur en accès public. Hein. On prône son déploiement, il n'y a aucun souci. Hein. Mais pour récupérer les datas, déjà, il faut le retrouver. Nous, on n'a pas cette culture de forcément voler le défibrillateur. Je pense que c'est une bonne solution quand même. Il va falloir le retrouver et le retrouver assez rapidement avant qu'une maintenance ait été demandée par le propriétaire. Et après, une fois qu'on est physiquement en face du boîtier, se poser la question de tout à l'heure. Hein, j'ai alors du port USB, de l'infrarouge, de la carte mémoire, du Wi-Fi, du Bluetooth. Donc comment je m'interconnecte avec ce boîtier magique. Et de là, en effet, il y a une extraction logicielle qui est à réaliser. Donc chaque appareil aura le droit à son logiciel d'extraction. Il n'y a pas d'homogénéisation. Et donc, en effet, on a créé une petite caisse à outils qu'on a distribuée à l'ensemble du département sur les soins intensifs et sur les réanimations pour que s'ils étaient amenés à avoir le tracé, ils puissent le travailler. La problématique étant qu'en 2024, et encore ce matin sur le lycée parisien, on a vu que le cyber est prégnant et donc régulièrement, en fait, ces logiciels sont inaccessibles depuis les ordinateurs des hôpitaux. Alors soit
on a eu la chance d'anticiper la problématique et de voir avec nos services informatiques de déverrouiller l'accès à ces logiciels. Soit ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on va utiliser nos ordinateurs privés pour réaliser cette extraction. On a fourni ces boîtes à outils. Maintenant, comment elles vivent dans le service, c'est difficile à dire. On a toujours des gens très motivés à l'accueil d'un cadeau. Comment il vit, comment il est transmis. Alors déjà aux équipes en place, aux équipes qui vont évoluer, et puis aux équipes qui arrivent que ponctuellement sur la garde, etc. Et quid en effet de cette boîte à outils, la mise à jour des logiciels, tout ça je ne saurais pas faire. Donc nous, dans le Nord, on est plutôt sur un travail artisanal et on n'a pas cette force que vous avez d'avoir l'ingénieur biomédical qui est proposé. Mais voilà, on essaye à notre échelle de trouver nos solutions. Alors quand on a travaillé le topo avec le Dr Jost, en effet, il y a 3 gros axes sur lesquels on voulait appuyer. Donc sur cette retard de récupération, on voit qu'il y a tout un maillage. Alors comment le rendre plus facile? Alors est-ce que en effet le défibrillateur doit réglementairement, dirons-nous, suivre le patient? Mais alors là, on a un propriétaire qui a plus son matériel. Comment il fait pour le récupérer? Est-ce que le défibrillateur doit, est-ce qu'on doit automatiquement envoyer sur un cloud le tracé et qu'on y ait accès secondairement? Ou alors, est-ce que ces tablettes qu'on envoie dans l'environnement préhospitalier, que ce soit les sapeurs-pompiers ou les SMUR, on est maintenant connectés, et comment elles pourraient s'interfacer dans l'unité de temps et de lieu avec le défibrillateur de terrain? Donc ça, c'est des axes. L'autre chose, c'est l'accessibilité de ces données. Alors, on a bien compris que c'était intéressant pour le patient, mais elles ont un double usage. Normalement, ces données, elles sont là pour cette typologie, mais également pour protéger le constructeur et démontrer qu'il y a une bonne utilisation. Donc nous, on prend les données qui seraient peut-être plus utilisables derrière. Comment homogénéiser l'extraction logicielle et matérielle, vous l'avez compris. Et puis l'exhaustivité, c'est une vraie question. On parle là de défibrillation, de succès de défibrillation et donc de réanimation, de ressuscitation, c'est beau. Mais il y a des patients, une grosse partie des patients qui vont malheureusement ne pas accéder à l'hôpital. Mais la récupération des tracés peut porter un intérêt soit scientifique, épidémiologique, soit pour les familles dont je vous évoquais un petit peu le parcours ce matin et qui ont été réexpliqués tout à l'heure avec Dr Brigado sur des analyses génétiques, etc. Ça, c'est très difficile. Et enfin, sur le plan organisationnel, en fait, qui a la charge d'orchestrer ce parcours du tracé? À qui ça revient? Qui doit faire vivre ce processus dans le temps? Parce qu'on a souvent des belles initiatives, mais comment on entretient le système? Et l'identité de vigilance, ça ne paraît pas aussi simple que ça. On avait décrit un cas où on a une confusion de tracés. Voilà, donc on est tous réunis, je pense, dans un même objectif. Là, c'est vraiment un travail qui demande à être normé, normalisé, accompagné. Et il semble licite qu'un état des lieux des différentes solutions et petits tips qui ont été trouvés par chacun des acteurs. On n'a parlé que de 2 exemples, mais j'imagine que sur l'ensemble du territoire, il y a plein d'idées qui viendraient alimenter ces possibilités de récupération. The end. Merci beaucoup. On va, étant donné qu'on a beaucoup de retard et qu'il y a une session derrière nous à 18h, on ne peut pas se permettre de dériver trop tard. Donc on va passer le jeu des questions, si vous le permettez, je suis désolé, pour passer à la session suivante, pour éviter que les derniers ne puissent pas poser. Donc on passe à la session les citoyens sauveteurs, et c'est donc une table ronde. Et j'appelle tous les intervenants, s'il vous plaît.